On repère en général très facilement un leader toxique quand il annonce clairement la couleur, non, Ève? Ah bah oui, quand c'est frontal, on le voit venir de loin. Exactement. Mais que se passe-t-il quand cette soif absolue de pouvoir, elle se déguise en vocation altruiste? Et ça, au beau milieu d'une communauté super bienveillante. C'est là que ça devient vraiment dangereux, oui. Du coup, aujourd'hui, on plonge dans une analyse détaillée. Un document hyper intrigant, rédigé par le pasteur Frankie Narcisse. Ça s'intitule Le syndrome des dieux Trèfs, deuxième partie. Un titre assez mystérieux au premier abord. C'est ça. Et notre mission pour cette exploration, c'est de décoder un profil de leadership toxique très particulier. Un vrai loup déguisé en agneau. Ouais, Parce que ce texte, il mélange de manière assez fascinante la théologie, la dynamique de groupe et même la psychologie clinique. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe quand la quête de pouvoir et l'insécurité se cachent derrière de super bonnes intentions au sein d'un groupe. tout à fait. Et je pense qu'il convient de poser un cadre strictement neutre avant d'aller plus loin. Ah oui, c'est crucial pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Notre analyse aujourd'hui, elle se concentre objectivement sur les concepts psychologiques et sociologiques du texte. Le but n'est absolument pas de prendre parti sur les croyances religieuses, mais vraiment d'observer comment ce document relie la spiritualité à la santé mentale. C'est une précision super importante. Alors, décortiquons tout ça. On a tous déjà croisé un leader un peu trop autoritaire. Mais que se passe-t-il quand ce besoin de domination est justifié par une prétendue vocation exceptionnelle? Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder la prémisse du pasteur Narcisse. Et il parle d'un problème qui dépasse largement le simple comportement. C'est-à-dire, le comportement n'est pas le vrai problème? En fait, non. Le comportement visible, genre le désir de domination, le rejet de l'autorité ou le refus d'accueillir les autres, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. D'accord, donc il y a un truc beaucoup plus profond en dessous. Exactement. Le vrai problème, selon le texte, il est à la fois spirituel et psychologique. Spirituellement, c'est une rupture totale avec le principe même de service. La personne se met au centre de tout. Ouais, au lieu de servir les autres, elle se sert des autres, quoi. C'est exactement ça. Et psychologiquement, ça traduit un besoin excessif de contrôle. Il y a cette peur viscérale de perdre son influence et une vraie incapacité à valoriser qui que ce soit d'autre. Donc, si je résume, c'est un problème de cœur, en fait. L'ego a complètement remplacé l'humilité. C'est le cœur du problème, oui. Et le fil conducteur ici, c'est que pour régler un problème de comportement dans un groupe, il faut d'abord comprendre cette insécurité profonde qui le nourrit. Parce que c'est cette insécurité cachée qui contamine toute la vie de la communauté. Ça me fait penser à une mauvaise herbe ténace, tu vois? Oh, l'analogie est bonne, ouais. Bah oui, parce que couper les feuilles visibles, donc les comportements dominants, ça sert strictement à rien si on s'attaque pas à la racine invisible. Ouais, la racine étant l'insécurité et l'orgueil dont on parlait. Exactement. Tant que la racine est là, la mauvaise herbe repousse et souvent en pire. Ce qui est fascinant ici, c'est comment le texte décrit le basculement d'un groupe. On passe d'une dynamique d'amour fraternel, d'entraide, à une dynamique de rivalité pure. Et ça bloque complètement l'œuvre collective, j'imagine. Totalement. Toute l'énergie du groupe est siphonnée par ce leader toxique. Waouh. Et du coup, ça nous amène à la question logique. Maintenant qu'on connaît la racine de l'attitude de ce fameux Diotrephe, comment on gère une personne comme ça? Eh bien, c'est là que le document fait appel à une ressource très intéressante. Le livre de Marshall Shelley de 1987. Ah oui, Well-Intentioned Dragons, les dragons bien intentionnés. J'adore ce titre. C'est un grand classique. Le texte le cite comme une lecture vraiment incontournable pour faire face aux personnes difficiles dans un contexte communautaire ou spirituel. Et la prémisse de ce livre m'a complètement fait bugger, pour être honnête. Ah oui, pourquoi? Le but, selon Shelley, ce n'est pas de détruire ou d'anéantir ces fameux dragons, mais d'en faire des disciples, de les réhabiliter, quoi. Même si ça semble totalement impossible. C'est vrai que ça va à l'encontre de nos instincts de base. Mais carrément, c'est là que ça devient vraiment intéressant, mais aussi hyper contre-intuitif. Pourquoi devrait-on s'épuiser à essayer de sauver ou d'intégrer quelqu'un qui est littéralement en train de détruire le groupe de l'intérieur? C'est la réaction logique de vouloir s'en protéger, c'est sûr. Bah oui. Ne serait-il pas beaucoup plus sûr pour la communauté de juste bannir ce dragon, de le mettre dehors et de fermer la porte à clé? Alors, il faut bien recadrer l'idée ici. Le texte ne prône pas du tout la tolérance de l'abus. Pas du tout. Ok, donc on n'est pas dans la complaisance aveugle. Voilà. Ça exige une approche extrêmement ferme. On demande une réelle repentance et un changement de comportement radical de la part du fautif. D'accord.
Mais la nuance, c'est d'aborder ces personnes avec un cœur disposé à la réhabilitation. Et pour ça, la première étape indispensable, c'est d'identifier très précisément leur pathologie. Nommer le mal pour pouvoir le traiter, en somme. C'est ça. Et c'est là que l'exploration fait un pont direct de la théologie vers la clinique. Le texte n'y va pas par quatre chemins. Oui, l'auteur laisse de côté la métaphore du dragon spirituel pour sortir le manuel de diagnostic pur et dur. Exactement. Le pasteur Narcisse s'appuie carrément sur l'Encyclopédie Britannica pour définir le mal de ce dieu trèfle. Et le diagnostic tombe. C'est du narcissisme fondamental. Du narcissisme clinique, carrément. Oui, avec tous les critères. Une absorption extrême de soi, un besoin constant et insatiable d'attention, et surtout, un manque d'empathie flagrant. C'est glaçant, dit comme ça. Et ce n'est pas tout. Britannica ajoute l'arrogance, l'égoïsme, et cette croyance profonde chez eux d'avoir un don unique. Ils s'attendent à un traitement hyper spécial. Ah, le fameux passe-droit perpétuel. C'est ça. Ils supportent pas la moindre critique, et ils sont complètement consumés par leur propre sentiment de grandeur. C'est fou, parce que cette description, elle est tellement familière au-delà des simples murs d'une église ou d'une communauté religieuse. Ah oui, on retrouve ça partout. Au bureau, en politique, dans les assos. Grave. C'est vraiment comme quelqu'un qui est intimement convaincu d'être le personnage principal d'un film, et tous les autres, c'est juste des figurants. Ils sont juste là pour l'applaudir à la fin de sa scène, tu vois? C'est une super image. Si nous relions cela à une vision plus globale de la dynamique d'un groupe, le texte montre bien que ce besoin viscéral d'être admiré, ça les aveugle totalement. Ils ne voient plus du tout les autres. Exactement. Ils deviennent incapables de voir ou même de comprendre les besoins réels de ceux qui les entourent. Toute l'organisation doit servir leur ego. Et c'est pour ça que savoir qu'il s'agit de narcissisme, bon, c'est utile en théorie, mais le texte va plus loin. Il nous offre une vraie grille de lecture pratique pour les repérer, ces leaders toxiques. Oui, une liste de critères très clairs. Avant que les dégâts ne soient irréversibles, bien sûr. L'analyse se plonge dans une liste de 9 traits précis. C'est littéralement comme lire le manuel diagnostique des troubles de la personnalité. On peut les passer en vue d'ailleurs, c'est assez éclairant. Ouais, vas-y. Alors, 1. Un grand sens de sa propre importance. 2. Des fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté illimitée. La folie des grandeurs, quoi. Exactement. 3. La croyance d'être spécial et de ne devoir s'associer qu'à des personnes de haut statut. 4. Un besoin excessif d'admiration. Le réservoir qui n'est jamais plein. Voilà. 5. Le sentiment d'avoir droit à un traitement de faveur. 6. L'exploitation des autres à des fins personnelles. Ouch. Ça, c'est le moment où ça fait vraiment mal aux autres. Oui. 7. Le manque d'empathie, ce refus catégorique de reconnaître les sentiments d'autrui. 8. L'envie des autres, ou la croyance que les autres les envient. Et enfin 9. Une attitude et un comportement globalement arrogants. Attends, arrête-toi juste une seconde sur le point numéro 8. L'envie. Parce que ça, c'est une question analytique hyper pointue. C'est le trait qui surprend le plus, en général. Bah ouais. Qu'est-ce que tout cela signifie, en fin de compte? Si cette personne se croit vraiment supérieure et unique, pourquoi elle ressentirait le besoin d'envier les autres? C'est le grand paradoxe de ce profil. C'est ça? Et pourquoi être paranoïaque sur le fait qu'on l'envie? Est-ce que ce serait pas la preuve ultime de cette fameuse insécurité profonde dont on parlait tout au début? Tu as mis le doigt en plein dessus, c'est exactement ça. Ces 9 points, ils forment en fait un cercle vicieux parfait. Un système complètement fermé sur lui-même. Voilà, à la racine, tu as cette insécurité monumentale. Pour masquer ça, l'individu crée des fantasmes de grandeur. Mais comme c'est du vent, il faut forcer le respect, ce qui mène à l'exploitation des autres et à une arrogance insupportable. Et en écrasant les autres, il s'isole. Et qu'est-ce qui se passe quand il est isolé? Il voit les réussites réelles des autres, ceux qui ont de vraies relations saines, et là l'envie surgit. Ce qui vient frapper son insécurité encore plus fort. Exactement. L'envie renforce l'insécurité, ce qui relance le besoin de grandeur, et la boucle recommence. C'est un engrenage destructeur. C'est tragique, Conchette, à la fois pour le groupe et pour la personne elle-même. Mais du coup, on en vient un peu à la conclusion de tout ça. Quelle est l'importance de cette exploration pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que l'utilité, elle est double. Bien sûr, ça aide à démasquer ces fameux leaders toxiques avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Mais c'est surtout un outil incroyable de réflexion personnelle. Ouais, un bon coup de miroir pour nous-mêmes. C'est ça. Ça rappelle à quiconque travaille en équipe l'importance vitale de garder un équilibre. Il faut de l'ambition, il faut du leadership, oui, mais ça ne vaut rien sans une véritable empathie.
C'est l'empathie qui sert de garde-fou contre le syndrome du dieu trèfle, finalement. C'est super fort. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je t'écoute. C'est toxique. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi, et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Notez de juste bannir ce dragon, de le mettre dehors et de fermer la porte à clé. Alors, il faut bien recadrer l'idée ici. Le texte ne prône pas du tout la tolérance de l'abus. Pas du tout. Ok, donc on n'est pas dans la complaisance aveugle. Voilà. Ça exige une approche extrêmement ferme. On demande une réelle repentance et un changement de comportement radical de la part du fautif. D'accord. Mais la nuance, c'est d'aborder ces personnes avec un cœur disposé à la réhabilitation. Et pour ça, la première étape indispensable, c'est d'identifier très précisément leur pathologie. Nommer le mal pour pouvoir le traiter, en somme. C'est ça. Et c'est là que l'exploration fait un pont direct de la théologie vers la clinique. Le texte n'y va pas par quatre chemins. Oui, l'auteur laisse de côté la métaphore du dragon spirituel pour sortir le manuel de diagnostic pur et dur. Exactement. Le pasteur Narcisse s'appuie carrément sur l'Encyclopédie Britannica pour définir le mal de ce dieu trèfle. Et le diagnostic tombe. C'est du narcissisme fondamental. Du narcissisme clinique, carrément. Oui, avec tous les critères. Une absorption extrême de soi, un besoin constant et insatiable d'attention, et surtout, un manque d'empathie flagrant. C'est glaçant, dit comme ça. Et ce n'est pas tout. Britannica ajoute l'arrogance, l'égoïsme, et cette croyance profonde chez eux d'avoir un don unique. Ils s'attendent à un traitement hyper spécial. Ah, le fameux passe-droit perpétuel. C'est ça. Ils supportent pas la moindre critique et ils sont complètement consumés par leur propre sentiment de grandeur. C'est fou, parce que cette description, elle est tellement familière au-delà des simples murs d'une église ou d'une communauté religieuse. Ah oui, on retrouve ça partout. Au bureau, en politique, dans les assos. Grave. C'est vraiment comme quelqu'un qui est intimement convaincu d'être le personnage principal d'un film, et tous les autres, c'est juste des figurants. Ils sont juste là pour l'applaudir à la fin de sa scène, tu vois? C'est une super image. Si nous relions cela à une vision plus globale de la dynamique d'un groupe, le texte montre bien que ce besoin viscéral d'être admiré, ça les aveugle totalement. Ils ne voient plus du tout les autres. Exactement. Ils deviennent incapables de voir ou même de comprendre les besoins réels de ceux qui les entourent. Toute l'organisation doit servir leur ego. Et c'est pour ça que savoir qu'il s'agit de narcissisme, bon, c'est utile en théorie, mais le texte va plus loin. Il nous offre une vraie grille de lecture pratique pour les repérer, ces leaders toxiques. Oui, une liste de critères très clairs. Avant que les dégâts ne soient irréversibles, bien sûr. L'analyse se plonge dans une liste de 9 traits précis. C'est littéralement comme lire le manuel diagnostique des troubles de la personnalité. On peut les passer en vue d'ailleurs, c'est assez éclairant. Ouais, vas-y. Alors, 1. Un grand sens de sa propre importance. 2. Des fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté illimitée. La folie des grandeurs, quoi. Exactement. 3. La croyance d'être spécial et de ne devoir s'associer qu'à des personnes de haut statut. 4. Un besoin excessif d'admiration. Le réservoir qui n'est jamais plein. Voilà. 5. Le sentiment d'avoir droit à un traitement de faveur. 6. L'exploitation des autres à des fins personnelles. Ouch. Ça, c'est le moment où ça fait vraiment mal aux autres. Oui. 7. Le manque d'empathie, ce refus catégorique de reconnaître les sentiments d'autrui. 8. L'envie des autres, ou la croyance que les autres les envient. Et enfin 9. Une attitude et un comportement globalement arrogants. Attends, arrête-toi juste une seconde sur le point numéro 8. L'envie. Parce que ça, c'est une question analytique hyper pointue. C'est le trait qui surprend le plus, en général. Bah ouais. Qu'est-ce que tout cela signifie, en fin de compte? Si cette personne se croit vraiment supérieure et unique, pourquoi elle ressentirait le besoin d'envier les autres? C'est le grand paradoxe de ce profil. C'est ça? Et
pourquoi être paranoïaque sur le fait qu'on l'envie? Est-ce que ce serait pas la preuve ultime de cette fameuse insécurité profonde dont on parlait tout au début? Tu as mis le doigt en plein dessus, c'est exactement ça. Ces 9 points, ils forment en fait un cercle vicieux parfait. Un système complètement fermé sur lui-même. Voilà, à la racine, tu as cette insécurité monumentale. Pour masquer ça, l'individu crée des fantasmes de grandeur. Mais comme c'est du vent, il faut forcer le respect, ce qui mène à l'exploitation des autres et à une arrogance insupportable. Et en écrasant les autres, il s'isole. Et qu'est-ce qui se passe quand il est isolé? Il voit les réussites réelles des autres, ceux qui ont de vraies relations saines, et là l'envie surgit. Ce qui vient frapper son insécurité encore plus fort. Exactement. L'envie renforce l'insécurité, ce qui relance le besoin de grandeur, et la boucle recommence. C'est un engrenage destructeur. C'est tragique, Conchette, à la fois pour le groupe et pour la personne elle-même. Mais du coup, on en vient un peu à la conclusion de tout ça. Quelle est l'importance de cette exploration pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que l'utilité, elle est double. Bien sûr, ça aide à démasquer ces fameux leaders toxiques avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Mais c'est surtout un outil incroyable de réflexion personnelle. Ouais, un bon coup de miroir pour nous-mêmes. C'est ça. Ça rappelle à quiconque travaille en équipe l'importance vitale de garder un équilibre. Il faut de l'ambition, il faut du leadership, oui, mais ça ne vaut rien sans une véritable empathie. C'est l'empathie qui sert de garde-fou contre le syndrome du dieu trèfle, finalement. C'est super fort. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je t'écoute. C'est toxique. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Comme lire le manuel diagnostique des troubles de la personnalité. On peut les passer en vue d'ailleurs, c'est assez éclairant. Ouais, vas-y. Alors, 1. Un grand sens de sa propre importance. 2. Des fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté illimitée. La folie des grandeurs, quoi. Exactement. 3. La croyance d'être spécial et de ne devoir s'associer qu'à des personnes de haut statut. 4. Un besoin excessif d'admiration. Le réservoir qui n'est jamais plein. Voilà. 5. Le sentiment d'avoir droit à un traitement de faveur. 6. L'exploitation des autres à des fins personnelles. Ouch. Ça, c'est le moment où ça fait vraiment mal aux autres. Oui. 7. Le manque d'empathie, ce refus catégorique de reconnaître les sentiments d'autrui. 8. L'envie des autres, ou la croyance que les autres les envient. Et enfin 9. Une attitude et un comportement globalement arrogants. Attends, arrête-toi juste une seconde sur le point numéro 8. L'envie. Parce que ça, c'est une question analytique hyper pointue. C'est le trait qui surprend le plus, en général. Bah ouais. Qu'est-ce que tout cela signifie, en fin de compte? Si cette personne se croit vraiment supérieure et unique, pourquoi elle ressentirait le besoin d'envier les autres? C'est le grand paradoxe de ce profil. C'est ça? Et pourquoi être paranoïaque sur le fait qu'on l'envie? Est-ce que ce serait pas la preuve ultime de cette fameuse insécurité profonde dont on parlait tout au début? Tu as mis le doigt en plein dessus, c'est exactement ça. Ces 9 points, ils forment en fait un cercle vicieux parfait. Un système complètement fermé sur lui-même. Voilà, à la racine, tu as cette insécurité monumentale. Pour masquer ça, l'individu crée des fantasmes de grandeur. Mais comme c'est du vent, il faut forcer le respect, ce qui mène à l'exploitation des autres et à une arrogance insupportable. Et en écrasant les autres, il s'isole. Et qu'est-ce qui se passe quand il est isolé? Il voit les réussites réelles des autres, ceux qui ont de vraies relations saines, et là l'envie surgit. Ce qui vient frapper son insécurité encore plus fort. Exactement. L'envie renforce l'insécurité, ce qui relance le besoin de grandeur, et la boucle recommence. C'est un engrenage destructeur. C'est tragique, Conchette, à la fois pour le groupe et pour la personne elle-même. Mais du coup, on en vient un peu à la conclusion de tout ça. Quelle est l'importance de cette exploration pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que l'utilité, elle est double. Bien sûr, ça aide à démasquer ces fameux leaders toxiques avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Mais c'est surtout un outil incroyable de réflexion personnelle. Ouais, un bon coup de miroir pour nous-mêmes. C'est ça. Ça rappelle à quiconque travaille en équipe l'importance vitale de garder un équilibre. Il faut de l'ambition, il faut du leadership, oui, mais ça ne vaut rien sans une véritable empathie.
C'est l'empathie qui sert de garde-fou contre le syndrome du dieu trèfle, finalement. C'est super fort. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je t'écoute. C'est toxique. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Fermé sur lui-même. Voilà. À la racine, tu as cette insécurité monumentale. Pour masquer ça, l'individu crée des fantasmes de grandeur. Mais comme c'est du vent, il faut forcer le respect, ce qui mène à l'exploitation des autres et à une arrogance insupportable. Et en écrasant les autres, il s'isole. Et qu'est-ce qui se passe quand il est isolé? Il voit les réussites réelles des autres, ceux qui ont de vraies relations saines, et là l'envie surgit. Ce qui vient frapper son insécurité encore plus fort. Exactement. L'envie renforce l'insécurité, ce qui relance le besoin de grandeur, et la boucle recommence. C'est un engrenage destructeur. C'est tragique, Conchette, à la fois pour le groupe et pour la personne elle-même. Mais du coup, on en vient un peu à la conclusion de tout ça. Quelle est l'importance de cette exploration pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que l'utilité, elle est double. Bien sûr, ça aide à démasquer ces fameux leaders toxiques avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Mais c'est surtout un outil incroyable de réflexion personnelle. Ouais, un bon coup de miroir pour nous-mêmes. C'est ça. Ça rappelle à quiconque travaille en équipe l'importance vitale de garder un équilibre. Il faut de l'ambition, il faut du leadership, oui, mais ça ne vaut rien sans une véritable empathie. C'est l'empathie qui sert de garde-fou contre le syndrome du dieu trèfle, finalement. C'est super fort. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je t'écoute. C'est toxique. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Mais c'est surtout un outil incroyable de réflexion personnelle. Ouais, un bon coup de miroir pour nous-mêmes. C'est ça. Ça rappelle à quiconque travaille en équipe l'importance vitale de garder un équilibre. Il faut de l'ambition, il faut du leadership, oui, mais ça ne vaut rien sans une véritable empathie. C'est l'empathie qui sert de garde-fou contre le syndrome du dieu trèfle, finalement. C'est super fort. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je t'écoute. C'est toxique. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Mais est-ce que ça ne serait pas l'épreuve ultime qui force une communauté à enfin définir ses propres limites? Ah, c'est un point de vue super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sans ce dragon, peut-être que le groupe n'aurait jamais eu le courage de s'affirmer. En affrontant ce narcissisme, la communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. La communauté forge une résilience et une authenticité qu'elle n'aurait tout simplement jamais pu développer dans un confort total. C'est le feu du dragon qui durcit l'acier du groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante.
groupe, en quelque sorte. C'est une excellente réflexion à laisser méditer à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, de quoi voir les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi, et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Les personnalités difficiles d'un autre œil la prochaine fois. Merci d'avoir exploré ça avec moi, et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Merci d'avoir exploré ça avec moi, et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Et à la prochaine pour une nouvelle plongée passionnante. Pour une nouvelle plongée passionnante. Nouvelle plongée passionnante.